Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance, on parle d'actualité économique, sociale et même culturelle. On franchit également les frontières. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale. Je vous rappelle que c'est une revue de presse qui est issue du site vu d'ailleurs tout attaché en minuscule.com. Et dans cette actualité internationale, nous allons parler de la famille royale d'Angleterre et plus particulièrement de la reine Elisabeth. La reine Elisabeth, qui vous n'êtes pas sans savoir, a été admise à l'hôpital il y a de cela quelques jours, quelques semaines, et ce dans le plus grand secret. Pour certains observateurs et spécialistes de la famille royale d'Angleterre, cette hospitalisation ne serait que la résultante, au-delà de son âge avancé, puisque je vous rappelle qu'elle a plus de 90 ans, du décès de son défunt mari, le prince Philippe, qui nous a quittés en avril 2021. Pour ce faire, alors ça a été l'occasion pour certains, malheureusement, je dirais, de commencer à rédiger des chroniques nécrologiques sur la reine Elisabeth. Donc revenons très rapidement sur son règne, qui n'est pas fini, je le rappelle, un règne historique, puisqu'elle est la monarque britannique ayant atteint l'âge le plus avancé et ayant le plus long règne devant la reine Victoria, et ce depuis le 9 septembre 2015. Elle est assise sur le trône depuis plus de 69 ans. Même si des rumeurs d'abdication ont vu le jour au cours de l'année 2019, des membres de la famille royale ont rapidement démenti cette information, cette rumeur d'abdication. Voilà pour l'actualité internationale. Je vous retrouve tout de suite pour de l'actualité française. À 6 mois de la présidentielle en France, et comme dans toute période préélectorale, une question revient sans cesse. Quel est l'intérêt de réaliser des sondages dont les résultats varient sans cesse et surtout divergent en fonction des méthodes retenues par les différents instituts de sondage ? Eh bien, c'est une première, mais cette question qui a le mérite de se poser, et qui se pose tous les 5 ans, eh bien, a été tranchée par le plus grand groupe de presse régional français, à savoir Ouest France, qui a annoncé qu'il ne publierait aucun sondage sur la prochaine présidentielle qui est prévue pour mai 2022. C'est un coup d'audace de la part de ce canard. Pour le quotidien régional, les sondages sont pris pour argent comptant et le temps passé à les commenter détourne les personnalités politiques et les médias de l'essentiel, à savoir la rencontre avec les citoyens, l'échange approfondi, le débat d'idées, l'écoute de ce que vivent les gens au quotidien, de leur inquiétude, de leur espoir. Je cite les instances dirigeantes de Ouest France. Du coup, nous verrons si le quotidien national tient ses engagements et fait fi finalement peut-être d'une baisse de son chiffre d'affaires lié à cette absence de sondage. En tout cas, c'est osé, il faut le noter. Je vous retrouve dans un instant pour les brèves culturelles, les infos culturelles. Nous finirons ces brèves avec le livre de Corinne Lallot intitulé Le grand désordre hormonal. Corinne Lallot, qui est journaliste grand reporter à la télévision depuis 30 ans, elle est spécialisée dans la santé et aujourd'hui, écoutez, cette dernière traite de l'empoisonnement chimique de nos cellules et donne des conseils pour se protéger. En effet, le principal danger ne vient pas des virus comme on pourrait le penser, mais des produits chimiques qui ont, selon elle, envahi notre environnement quotidien et dérèglent donc par la force des choses notre système hormonal. Ce sont les fameux perturbateurs endocriniens. Je vous invite donc à lire ce livre de Madame Lallot qui donc nous prévient des dangers de notre consommation et nous impose et veut nous imposer des choix, nous imposer non, mais en tout cas nous conseiller des choix dans notre alimentation. Petite pause dans ce JT de vudailleurs.com et on passe juste après à l'actu économique et sociale. À tout de suite.
Il est 10h02, merci de rester fidèle au JT de Vue d'ailleurs. Avant de refermer cette émission, on va parler opérations de croissance externe et avantages immatériels stratégiques. Pour ce faire, je suis en direct avec Monsieur Jacky Oziel, Monsieur Oziel qui est président de Sharing Value, dont on vous présentera rapidement les activités après. Bonjour Monsieur Oziel, vous m'entendez ? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour. Bon, très bien, bonjour à vous. Du coup, après quelques échanges, je ne le cache pas, on a un peu échangé hier. Vous êtes donc un spécialiste de la finance d'entreprise, des valorisations d'entreprise, et vous vous êtes intéressé donc aux opérations de croissance externe, notamment celles qui sont réalisées sur les marchés financiers, sur les marchés cotés. J'ai retenu une de vos citations qui m'a semblé très claire et que j'aimerais que vous nous commentiez, c'est comment faire ses courses en bourse sans bourse déliée. Monsieur Oziel. Je pense qu'à la différence des PME qui, lorsqu'elles veulent faire de la croissance externe, c'est-à-dire racheter des concurrents pour l'essentiel ou s'intégrer en amont ou en aval, ces PME font leurs courses en s'endettant la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que leur actionnariat ne leur permet pas, en général, sauf exception, de pouvoir financer cette croissance externe. Tel n'est pas le cas des grands groupes industriels ou financiers, puisque ces grands groupes, la plupart du temps, rachètent des entreprises pour différentes raisons, stratégiques la plupart du temps, en principe, tout au moins, et cette croissance externe est financée essentiellement par des augmentations de capital auprès de nouveaux souscripteurs, pour l'essentiel. La dette, dans le schéma LBO, du coup. Il n'y a pas vraiment de dette. C'est vrai qu'en fonction du loyer de l'argent, le LBO peut être, notamment pour les PME, un atout pour financer cette croissance externe. Il y a d'autres techniques, des emprunts convertibles, que sais-je, mais tel n'est pas le cas pour les grands groupes cotés qui font leur shopping sans bourse déliée, c'est-à-dire qu'elles procèdent à des augmentations de capital successives, et ces augmentations de capital sont destinées à payer les cédants, pour partie, voire pour l'essentiel, sous forme de leur propre titre. C'est de l'échange de papier, en fait, en réalité, l'échange d'actions. Absolument, c'est de l'échange de papier, purement et simplement. D'accord. Je vous entends. Du coup, donc, on comprend que finalement, dans cet échange de papier, ne pourrait-on pas voir un risque de dilution des investisseurs déjà présents au capital ? Est-ce que c'est pas le risque finalement et peut-être donc une solution moins privilégiée par les directions financières des PME ? Il est clair que lorsque l'on fait une augmentation de capital, quelle que soit la raison de celle-ci, cela a pour conséquence une dilution de ce que j'appelle les primo-souscripteurs. C'est l'envers de la médaille. N'empêche que si les synergies annoncées sont pertinentes, le titre, loin de baisser, devrait en principe augmenter et donc enrichir l'ensemble des actionnaires, anciens et nouveaux. D'accord, donc vous parlez de rachat d'actifs immatériels stratégiques. Qu'est-ce que vous entendez par actifs immatériels stratégiques ? Alors, il y a des actifs immatériels stratégiques connus comme les marques, les brevets, les modèles, les dessins, ce qu'on appelle en réalité des actifs incorporels. Mais il y a tout un tas d'actifs immatériels moins connus qui sont notamment le capital humain, où on a de plus en plus de mal à trouver des pointures, des compétences, et donc en achetant un concurrent ou une autre entreprise, là encore en amont, en aval ou à l'horizontale, qui présente d'autres produits complémentaires ou services complémentaires, eh bien ce sont des actifs immatériels stratégiques. Le capital humain n'est pas bien évidemment le seul actif immatériel. On peut acheter également du capital client. C'est en gros une part de marché que l'on achète en reprenant la clientèle existante. Ce sont des fournisseurs nouveaux que l'on peut trouver, qui peuvent être complémentaires également et qui permettent d'apporter des synergies à l'ensemble des activités de groupe. Sans vous faire un inventaire à la Prévert, ça peut être le processus organisationnel. D'accord, donc je comprends qu'en les bases de données, etc. C'est tout ce qui n'est pas
tangible finalement, pas à force des choses. Tout à fait, c'est pour ça que ça s'appelle actif immatériel ou intangible. D'accord, très bien. Tout ça est très clair. Du coup, ça me permet de rebondir sur Sharing Value, puisque finalement, donc, j'ai compris que vous aviez développé un logiciel qui permet de valoriser notamment cet actif immatériel stratégique. Pouvez-vous nous dire 2 mots sur l'activité de Sharing Value, ses clients, ses zones de marché, etc. Oui, très volontiers. Sharing Value donc, est un logiciel qui permet de valoriser une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit le contexte de la transaction, quel que soit, là encore, son stade de développement, et de la valoriser comme si cette société était cotée. Je m'explique, lorsqu'une société est cotée, sa valeur de marché, même si elle peut varier en nanosecondes, pour tout un tas de raisons, eh bien, la valeur de marché de l'entreprise, c'est le montant de ses capitaux propres majoré d'un goodwill ou minoré d'un badwill. Et jusqu'à présent, personne n'était capable, avant que l'on développe ce logiciel, qui au passage a eu un prix d'excellence de la part de la Commission européenne, personne n'était capable de discerner les différentes composantes du goodwill ou du badwill. Alors, juste, je vous interromps 30 secondes pour nos téléspectateurs. Le goodwill, c'est un élément de l'actif, du bilan de l'actif, et qui, en théorie, est censé représenter la valeur, la différence de valeur entre le prix d'achat et le prix actuel d'une entreprise qui aurait été achetée dans le cadre d'une croissance externe. C'est plus exactement un actif extra-financier qui compose. Le goodwill, en réalité, est composé de l'ensemble des actifs immatériels que j'ai pu citer tout à l'heure. Et donc, ces actifs immatériels, il faut bien savoir les valoriser. Au passage, sans vouloir faire de la publicité, je vous signale cet ouvrage qui est sorti en mars de l'année dernière et qui fait le point sur la question comment valoriser une entreprise sur la base de ses actifs immatériels. Et donc, c'est paru chez RB Éditions, c'est vous qui l'avez écrit, hein, du coup. C'est un ouvrage collectif que nous avons écrit avec 3 autres co-écrivains, si j'ose dire, ou co-auteurs. D'accord. Voilà. Alors, donc, les actifs immatériels, c'est vraiment ce qui permet de mesurer dans le temps, savoir s'il y a maintien de la valeur, création de valeur ou destruction de valeur. Et au-delà d'un outil appelons-le de valorisation ponctuelle, c'est vraiment un outil de pilotage qui rentre dans le tableau de bord pour voir si l'ensemble des paramètres se développent d'une façon harmonieuse ou au contraire d'une façon chaotique. D'accord, donc j'entends par là que si on devait parler des modèles de valorisation classiques, qui comprennent notamment la valorisation par le patrimoine de l'entreprise et par les DCF, vous seriez plutôt enclin à dire que la valorisation par les DCF n'a plus vraiment de sens aujourd'hui dans votre approche? Oui, absolument. Je pense que c'est une méthode qui a fait probablement ses preuves au siècle dernier. Et je crois que le Covid l'a mise à mal parce que maintenant, beaucoup d'entreprises ne savent pas comment elles vont finir l'année ou le mois et faire des prévisions sur la comète pour savoir quelle sera la trésorerie disponible dans 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, de totalement obsolète. D'accord. Donc nous, maintenant, concentrons-nous sur les actifs immatériels, sur le patrimoine de l'entreprise, en réalité. Sur le patrimoine de l'entreprise. Oui, c'est simplement des éléments du patrimoine de l'entreprise qui sont, une fois de plus, extra-financiers et que l'on peut arriver à mettre en exergue, en relief, parce que certaines données sont en réalité dans les comptes. Mais on les voit. Exactement, tout à fait. Je vous remercie, Monsieur Ouziel, président de Sharing Value. Ainsi s'achève ce JT de Vue d'ailleurs. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain numéro, le dernier, non pas le dernier. D'ici là, je vous invite à consulter le site Vue d'ailleurs, tvfmedia.fr. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.